Nos invités, Jean-Michel Salvatore, vous êtes directeur des rédactions du Parisien aujourd'hui en France. Étienne Girard, rédacteur en chef Société à l'Express, auteur du Radicalisé, enquête sur Éric Zemmour, c'est aux éditions du Seuil. Et enfin Julien Denis, vous êtes journaliste politique à France Télévisions en charge du suivi de la droite. Merci de participer à cette émission en direct. Donc on l'a dit, Éric Zemmour engrange un soutien de poids venu du Rassemblement national. Il s'agit de Gilbert Collard qui quitte donc le parti pour rejoindre le candidat de Reconquête, sujet de Hugo Capelli. C'est une recrue de choix pour Éric Zemmour. Gilbert Collard, député européen, soutien de longue date de Marine Le Pen, bascule dans son camp. Gilbert Collard, c'est une personnalité éminente, vous êtes d'accord avec moi, importante. À Cannes cet après-midi, les deux hommes s'affichent côte à côte. En ligne de mire, la guerre des ralliements à l'extrême droite est déclarée par Éric Zemmour à sa rivale, Marine Le Pen. À la frontière franco-italienne cette semaine, Éric Zemmour n'est pas venu seul. Derrière lui, Jérôme Rivière, eurodéputé, chef de la délégation du Rassemblement national au Parlement européen, vient de le rejoindre. Mais pas que. Damien Rieu, beau-frère et conseiller de Marine Le Pen, a lui aussi franchi le Rubicon. Et l'entourage d'Éric Zemmour veut provoquer une hémorragie dans les rangs lepénistes. Dans les 15 jours à venir, on ne va pas arrêter de l'attaquer pour lui dire qu'elle ne peut pas être présidente. Dans leur viseur désormais, Marion Maréchal, une proche de Gilbert Collard. Elle doit s'interroger sur le meilleur moment pour nous rejoindre. Ce serait phénoménal, glisse un conseiller. Malgré ses coups durs, Marine Le Pen préfère ironiser. Si vous voulez, la technique du salami consistant chaque jour à annoncer un ralliement, je la connais par cœur. Ces dernières semaines, elle avait relégué le polémiste derrière elle dans les sondages et reçu le soutien de figures nationalistes, Robert Ménard en tête. Dans son camp, on minimise l'impact de ces ralliements. Ces soutiens, il n'en voulait pas, mais vu que les sondages baissent pour Zemmour, ils sortent les ralliements du congélateur, s'agace en soutien de Marine Le Pen. Je ne pense pas qu'ils seront nombreux à rallier Zemmour, mais bon, comme tout le monde ment, souffle un porte-parole, prudent. Le ton est bien monté d'un cran entre les deux candidats d'extrême droite, un camp nationaliste plus divisé que jamais, à 11 semaines du premier tour. Alors Jean-Michel Salvatore, qu'est-ce que ça signifie ce changement de camp de Gilbert Collard qui rejoint donc Éric Zemmour? Ça veut dire en fait que le match est relancé. C'est-à-dire qu'on avait le sentiment que Éric Zemmour était distancé, que Marine Le Pen faisait la course en tête pour la deuxième ou la troisième place. Et là, ce que ça dit, c'est que c'est pas fini, que Zemmour n'a pas dit son dernier mot et qu'il essaye de retrouver un petit peu de dynamique. Zemmour, c'est pas un spécialiste des campagnes électorales comme acteur, mais c'est un spécialiste des campagnes électorales comme observateur. Et il sait très bien que pour gagner des points dans une campagne, il faut être en dynamique. Et là, il fait des jolis coups. Alors on verra jusqu'où ça va, mais en tout cas, ce sont de jolis coups. De jolis coups. Julien Denis, il y a toujours un appétit, une curiosité. Il était en déplacement à Cannes ce week-end, Éric Zemmour. Il y a toujours du monde. Il est allé faire un marché. Il y a, ça ne s'est pas émoussé, le phénomène Zemmour. Oui, c'était une figure imposée dans une campagne présidentielle. Les déambulations, comme on les appelle sur les marchés, c'était la première fois qu'il s'y frottait vraiment. Éric Zemmour, il avait réussi à l'esquiver ces derniers temps. Et puis quand il essayait de rencontrer des Français, ça se passait mal. On pense notamment au déplacement à Marseille avec le fameux doigt d'honneur. On va pas revenir là-dessus. Là, ça s'est plutôt bien passé. On lisait notamment dans les colonnes du Parisien ce matin un reportage qui le montrait très bien, la ferveur qui entourait Éric Zemmour ce matin. Ils sont importants effectivement ces ralliements parce que Éric Zemmour ces derniers jours, ces dernières semaines, était dans un creux manifestement. Les sondages étaient un peu en berne. Il était redescendu largement sous les 15 points dans les sondages, 3 à 4 points en dessous de Valérie Pécresse et Marine Le Pen. On se souvient de la polémique sur le handicap aussi, ces propos qui avaient beaucoup choqué et qui pourraient marquer en partie les électeurs au moment de rentrer dans l'isoloir. Et puis aussi cette nouvelle condamnation judiciaire après ses propos sur Pétain et les Juifs. Ça faisait beaucoup pour Éric Zemmour qui avait donc besoin de reprendre un peu d'air. Ses nouveaux soutiens, notamment celui de Gilbert Collard, arrivent à point nommé pour lui pour relancer cette campagne. Alors pourquoi est-ce que Gilbert Collard quitte Marine Le Pen qui est quand même vraiment en position cette fois, en tous les cas d'être au second tour, alors que Éric Zemmour, c'est beaucoup plus difficile pour lui, il est loin dernier. Pourquoi est-ce qu'il quitte le leader pour aller chez le numéro 4, Gilbert Collard? C'est tout à fait saisissant. Et c'est même, à mon sens, du jamais vu dans une campagne présidentielle. D'habitude, les changements de camp dans les campagnes présidentielles ont lieu soit quand deux candidats sont au coude à coude. Ça a eu lieu, par exemple, en 1995, quand Jacques Chirac
Édouard Balladur était au coude à coude, soit quand il apparaît que les courbes se croisent et qu'un candidat apparaît bien plus en dynamique que l'autre. Là, on est dans quelque chose de contre-intuitif en politique, vous avez totalement raison, c'est-à-dire des soutiens de longue date d'un candidat le mieux placé dans les sondages font consensus là-dessus, plutôt à 16-17% Marine Le Pen, qui rejoignent le candidat le moins bien classé, Éric Zemmour, à 12 ou 13%. Alors je l'explique par deux raisons en fait. Il y a une raison qui est vraiment, c'est très frappant de dire ça et ça jouera peut-être dans l'élection, c'est que dans la tête d'un certain nombre de soutiens de Marine Le Pen, Gilbert Collard, Jérôme Rivière, Marine Le Pen a déjà perdu. Et c'est dingue de se dire ça. Mais c'est ça que ça signifie. C'est que la fameuse phrase de Éric Zemmour, elle ne peut pas gagner et elle le sait très bien. Elle a infusé cette phrase. Exactement. Alors, ça date pas de ça, cette phrase. En réalité, pour certains, ça date du débat d'entre-deux tours de la présidentielle de 2017. Exactement. Alors, il y a un certain nombre de cadres, ils sont restés au Rassemblement national parce qu'ils sont d'accord sur les valeurs, parce qu'il n'y avait pas d'autres partis de toute façon, mais dans leur tête, oui, cette petite graine de toute façon, on n'y arrivera pas, il y a un plafond de verre, elle est restée. Et là, il y a une alternative. L'alternative, c'est Éric Zemmour. Ce qui amène à la deuxième raison, c'est que il y a un certain nombre de gens, c'est très vrai pour Damien Rieu, c'est peut-être un peu vrai pour Gilbert Collard aussi, quitte à perdre, on peut pas gagner de toute façon, autant se faire plaisir sur une campagne où on va y aller à fond sur nos thèmes de prédilection, sur l'immigration, sur l'identité, alors que Marine Le Pen joue la carte plus que jamais de la dédiabolisation, avec l'idée, et ça c'est du jamais vu aussi, que ce qui est important aujourd'hui, c'est dingue de se dire ça à 2 mois d'une présidentielle, je trouve, ce qui est important, c'est la bataille culturelle. Alors on va pas gagner, on fera pas 50%, mais on va placer des idées dans la tête des gens, le grand remplacement, notamment, qui feront qu'on va pas gagner cette fois, mais peut-être qu'on gagnera plus tard. Plus tard, oui. En 2027, par exemple. Jean-Michel Salvatore. Ouais, il y a un fait que je trouve extrêmement frappant, c'est l'impact du débat de l'entre-deux tours de 2017. Et finalement, là, c'est un peu le péché originel. Là, il y a toute une partie des soutiens de Marine Le Pen qui se sont rendus compte qu'elle n'était pas au niveau, qu'elle n'y arrivait pas, qu'elle ne maîtrisait pas suffisamment les sujets pour devenir président de la République. Et c'est vrai que 5 ans après, on se dit qu'elle n'a pas vraiment progressé et qu'en 5 ans, finalement, elle a accumulé les contre-performances, même électorales. Aux élections régionales, c'était pas un franc succès. Bon. Et là, aujourd'hui, on voit bien qu'elle ne plie pas le match face à Éric Zemmour, qui n'est pas un professionnel de la politique. Au contraire, Zemmour lui prend une partie de son électorat. Et finalement, ce que disent toutes ces défections, c'est que le doute subsiste. Le doute subsiste et il y a aussi un pari derrière tout ça, qui est de dire Marine Le Pen, de toute façon, elle va perdre et si par hypothèse, elle perd au mois d'avril, elle ne comptera plus pour l'après-présidentielle. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? C'est plutôt miser sur le cheval qui sera en situation de parler avec la droite traditionnelle pour faire cette fameuse recomposition des droites après présidentielle. Et je dirais, non après la présidentielle, mais avant les législatives. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que, imaginons qu'Emmanuel Macron gagne, ce qui est une hypothèse plausible. Par hypothèse, le candidat de la droite sera défait, Valérie Pécresse, après François Fillon, après Nicolas Sarkozy. Et par hypothèse également, ce sera le 3e échec pour Marine Le Pen. Donc, toutes les cartes seront sur la table. Il faudra reconstruire. Et donc là, tous ceux qui, finalement, font défection et vont chez Zemmour, ils parient, 1, sur l'échec de Marine Le Pen et 2, sur la recomposition de la droite avant les législatives. Si elle perd des soutiens, Julien Henny, Marine Le Pen, c'est aussi parce qu'il y a des doutes sur sa capacité à l'emporter, à être présidente. Il a cette phrase, Éric Zemmour, qui est terrible, hein, « Elle aime les chats, moi j'aime les livres ». C'est dans Le Parisien que j'ai lu cette citation. Et c'est vous-même, c'était votre édito, Éric. L'édito de dimanche. Voilà. C'est d'un mépris incommensurable, évidemment. Mais ça veut dire qu'il y a une inimitié entre les deux, ça dit quoi? Il y a une rivalité folle, ils se partagent quasiment le même créneau politique, simplement c'est la stratégie qui diffère. Marine Le Pen, elle a une stratégie de second tour, c'est quasiment la seule candidate à assumer cette stratégie-là dès maintenant, avant même le premier tour. Elle ne parle quasiment que de pouvoir d'achat. Marine Le Pen, vous ne l'entendez presque plus parler d'immigration, d'islam, de sujets identitaires.
identitaire. Elle laisse ça bien volontiers à Éric Zemmour. Elle le justifiait d'ailleurs comme ça hier sur le plateau de France 3. Elle invitait Marine Le Pen de l'émission dominicale de Francis Letellier. Elle dit, mais finalement, si Gilbert Collard, si Jérôme Rivière sont partis, eh bien c'est assez cohérent. Elle dit, je l'ai noté, il me reprochait de parler pouvoir d'achat et de ne pas cautionner la guerre de civilisation et de parler d'identité. J'ai des priorités qui sont différentes des leurs. Tout est dit. Elle pense qu'elle peut y arriver en parlant déjà, en élargissant déjà. En faisant déjà la bataille du second tour. Exactement. Et c'est ça qui lui avait manqué en 2017. Étienne Girard, sur cette phrase terrible, elle aime les chats, moi j'aime les livres. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même une inimitié entre ces deux personnalités politiques, ce qui rend, souvent on dit, mais tiens, ils vont finir par se rapprocher ou l'un finira par, ils finiront par faire un ticket. En fait, non. Pas avant le premier tour, c'est assez évident. Je vais vous ajouter une deuxième phrase qui ressemble, mais qui est encore pire, je trouve. Quand j'ai rencontré Éric Zemmour pour mon livre, on parle de Jean-Marie Le Pen, et je lui demande pourquoi il l'apprécie. Il me dit, il a lu des livres contrairement à sa fille. Voilà. Je trouve que voilà, ce qu'il pense de Marine Le Pen se résume quelque peu à cette phrase. Il la méprise pour son absence d'attrait pour le débat intellectuel, pour son intérêt aussi effectivement pour ces sujets économiques que lui a toujours tranquillement méprisés. Il est persuadé qu'il peut faire mieux. Donc avant le premier tour, Marine Le Pen n'existera pas. De toute façon, le vrai questionnement, c'est que va-t-il se passer au soir du premier tour, dans les deux hypothèses. Il y en a même une troisième, c'est qu'aucun des deux ne soit au second tour, mais prenons ces deux hypothèses. Si Éric Zemmour est au second tour, Marine Le Pen le soutiendra, c'est une quasi-certitude. Est-ce que si Marine Le Pen est au second tour, Éric Zemmour la soutiendra immédiatement? Ça, c'est un vrai questionnement, c'est une vraie question, puisqu'il pense qu'elle ne peut pas gagner. Alors, il n'est pas du tout obligé, parce que lui n'a pas d'agenda, donc il n'est pas du tout obligé de la soutenir. Il aura une pression de ses cadres, en revanche, pour construire, dès ce moment-là, cette union des droites pour les législatives. Alors justement, cette union des droites, y aura-t-il d'autres ralliements à Éric Zemmour? On vient de parler de Jérôme Larivière, qui était le patron des députés européens au Parlement de Strasbourg, et donc Gilbert Collard, et on l'a évoqué dans le sujet, Marion Maréchal Le Pen, qui maintenant ne s'appelle plus que Marion Maréchal, hein, elle a enlevé Le Pen. Pourrait-elle rallier Éric Zemmour avant le premier tour? Eh bien, Éric Zemmour veut le croire, en tous les cas, je vous propose de l'écouter, il était l'invité des 4V le 13 janvier dernier, on l'écoute. Je suis en contact avec Marion Maréchal depuis des années. Est-ce qu'elle pourrait vous rejoindre? Nous verrons. C'est quoi ce petit sourire? Ça veut dire que vous y travaillez? Nous verrons. Marion Maréchal est une amie depuis de longues années. Nous verrons. Elle peut prouver son amitié. Absolument. Alors, Marion Maréchal, quel sera son rôle en cas de recomposition des droites après la présidentielle? Je vous propose de regarder le portrait qui avait été fait d'elle en 2014. Elle était alors députée depuis 2 ans, puisque Marion Maréchal Le Pen a été élue en 2012 députée. Elle avait alors à peine 23 ans, donc son portrait réalisé à l'époque par Arnaud Boutet. Bon, je suis une femme, je suis jeune, donc c'est vrai que ça participe d'un renouvellement qui plaît aux gens. C'est une image peut-être un peu différente de ce qu'on a pu connaître pendant longtemps au Front National. Parcours sans faute pour cette jeune députée. En 2012, l'étudiante en droit devient la Benjamine de l'Assemblée nationale et veut faire gagner Marine. Ce que nous ferons aujourd'hui et demain, nous le ferons pour faire en sorte qu'elle soit élue en 2017. Très présente dans les médias, elle incarne une ligne conservatrice et catholique. Elle assume l'héritage politique, celui de son grand-père qui la tenait dans ses bras sur cette affiche il y a près de 20 ans. Bonsoir Marion Maréchal. Lorsque cette année, elle croise le fer avec Alain Juppé, je vous parle de la sphère publique. elle ne se démonte pas. Tout le monde est d'accord, vous me parlez de culture, vous me parlez de langue, vous me parlez d'histoire. Marion, Marine, les deux femmes s'opposent sur certains sujets mais partagent la même ambition, celle d'assurer la relève Le Pen. Alors, Jean-Michel Salvatore, d'abord, est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'elle pourrait trahir sa mère, en quelque sorte, et rallier Éric Zemmour? Sa tante, plutôt. Sa tante, oui, trahir... Enfin, même si elle a été élevée en partie. Oui, mais je pense que, évidemment, pour Zemmour, c'est une prise de guerre. S'il arrive à décrocher Marion, c'est très très important pour lui, parce qu'évidemment, elle a une personnalité très forte, et surtout, c'est une personnalité qui peut faire le pont avec la droite traditionnelle. Bon. Donc pour Zemmour, c'est important, mais je pense que Marion Maréchal ne se vendra pas à Zemmour si Zemmour ne décolle pas dans les sondages.
sondages, et s'il n'y a pas une vraie dynamique autour de Zemmour, sinon elle n'y a absolument pas intérêt. Elle a plutôt intérêt à attendre que les choses se fassent, et ensuite arriver, peut-être après la présidentielle, peut-être après, pour être l'une des actrices de la recomposition de la droite, avec des hommes politiques comme Wauquiez, avec lequel elle s'entend bien, ou avec Pelletier, qui est déjà passé du côté du Front National. Ce qu'il faut bien voir, c'est que qui est passé du côté de Zemmour. Ce qu'il faut bien voir quand même, c'est que derrière tout ça, bon, il y a des ambitions, bien sûr, il y a des haines recuites, mais il y a aussi des différences idéologiques qui sont assez fortes. Marine Le Pen, elle incarne une extrême droite sociale. Bon. C'est une extrême droite qui va chercher son électorat parmi l'électorat populaire, et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle parle beaucoup de pouvoir d'achat d'une façon toujours incantatoire, mais jamais très précise. Quand elle vous explique que sur l'envolée du prix du carburant, elle veut baisser la TVA, elle chiffre pas tout ça. Bon, et on ne sait pas très bien comment elle fera son budget si elle devient présidente de la République. À l'inverse, Marion Maréchal est beaucoup plus proche de Zemmour, qui incarne une droite identitaire, catholique et assez conservatrice. Bon. Ouais. Et donc, ce sont deux droites tout à fait différentes, avec des électorats qui ne sont pas les mêmes. Et c'est vrai que l'idée de faire la jonction des droites, c'est d'essayer de marier finalement ces deux électorats avec un électorat qui compte beaucoup, qui est l'électorat républicain. Il ne faut pas oublier que lors de la primaire des Républicains, celui qui est arrivé en tête, c'est celui qui est le plus à droite. Éric Ciotti. C'est Éric Ciotti. Alors qu'on l'avait franchement pas vu venir. Moi, je me souviens que lorsque cet été, l'été dernier, on réfléchissait à faire des sondages présidentiels. Évidemment, on voulait tester Pécresse, on voulait tester Xavier Bertrand, on voulait tester Michel Barnier, mais on s'était dit, Ciotti, c'est une candidature de témoignage, on va pas le tester pour commencer. Et puis finalement, on a été obligé de le tester parce qu'on a bien vu qu'il représentait quelque chose, qu'il incarnait quelque chose de très fort. Et dans les sondages qui testaient Ciotti comme candidat des Républicains, si on ajoute Ciotti, Le Pen, Zemmour, Dupont-Aignan et Philippot, on arrive à un total extrême droite et apparenté à plus de 40%. Donc, si vous voulez, c'est très important de voir que finalement, cette union des droites, elle se nourrit, si vous voulez, de l'explosion du système Le Pen et d'un ralliement aux éléments les plus radicaux de la droite traditionnelle, les plus raisonnables étant partis chez Macron. Étienne Girard, elle attend son heure. Marion Maréchal, elle n'est absolument pas retirée de la vie politique. Elle est retirée de la vie politique actuellement, elle attend son heure. J'ai enquêté sur un soutien éventuel à Éric Zemmour. Ce que j'ai compris en parlant à beaucoup de ses proches, c'est qu'elle voudrait gagner sur tous les tableaux. Effectivement, son vote de cœur, c'est Éric Zemmour, c'est très clair, pour toutes les raisons exposées par Jean-Michel, mais elle aimerait faire savoir qu'elle le soutient, c'est peut-être comme ça que ça se finira d'ailleurs, sans le soutenir officiellement, c'est-à-dire sans annoncer officiellement dans une émission de télé ou de radio qu'elle rejoint Éric Zemmour. Parce qu'elle a autre chose en tête, c'est qu'elle ne veut pas être taxée à un moment ou à un autre de déloyauté familiale à l'égard de sa tante Marine Le Pen. Et la vérité, c'est qu'en plus, à l'heure actuelle, elle ne voit pas très bien quel serait son intérêt de s'engager, de se retirer de son aventin tout d'un coup pour s'engager vers un candidat qui n'est qu'à 12 ou 13% dans les sondages. Donc son plan, c'est plutôt le coup d'après, c'est-à-dire rester très discrète, faire quelques apparitions médiatiques où elle distillera discrètement, mais très discrètement, quelques petits messages. Et en revanche, ce qui est de plus en plus probable, c'est qu'elle revienne vraiment dans la vie politique au moment des législatives. Ah oui, en juin. Et pour commencer, qu'elle se représente à la députation en juin 2022 et qu'ensuite, entre 2022 et 2027, elle se fixe pour objectif, pour mission de rassembler ces droites-là, de faire cette union des droites évoquée par Éric Zemmour. Donc quand Éric Zemmour dit « j'incarne l'union des droites du Rassemblement national jusqu'à LR », en fait, et si Julien Henny, Éric Zemmour, son objectif, c'était pas forcément la présidentielle de 2022, c'était justement l'après-présidentielle et faire cette grande droite identitaire avec Marion Maréchal et certains de LR qui piafferaient d'impatience de le rejoindre. Mais il y a un nom qu'on n'a pas cité encore, c'est Laurent Wauquiez. Ils sont trois sur ce créneau-là, finalement, dans l'après-2022, à lorgner sur cette union des droites, à fantasmer l'après-Le Pen, l'après-système Le Pen. Si d'aventure, effectivement, Emmanuel Macron a été reconduit pour un second quinquennat, Laurent Wauquiez, Marion Maréchal, Éric Zemmour, effectivement, ces trois-là sont plus ou moins sur le même créneau. Mais pour revenir sur l'éventuel soutien, sur l'attente du soutien de Marion Maréchal à l'un ou l'autre des candidats pour cette année, il y a une comparaison qui circule beaucoup en ce moment à droite, c'est celle avec François Bayrou. Vous vous souvenez de l'importance
l'importance du ralliement de François Bayrou à Emmanuel Macron en 2017, eh bien certains pensent à droite, et je pense qu'ils ont en partie raison, que si Marion Maréchal d'aventure soutenait Éric Zemmour, ce serait l'équivalent du Bayrou de Macron. Ça lui apporterait 2 à 3 points dans les sondages, ça lui apporterait un surcroît de crédibilité, et ça alimenterait son récit de l'union des droites. On n'en est pas encore là. Marion Maréchal, le seul indice qu'elle a donné jusqu'à présent, eh bien c'est Marine Le Pen qui l'a rappelé hier, effectivement. J'ai pu le vérifier. Marion Maréchal, eh bien, elle indiquerait qu'elle soutiendrait celui qui est le mieux placé elle l'a dit. entre Éric Zemmour et elle a dit, donc c'est moi. Et donc, pour l'instant, c'est moi, et les sondages lui donnent raison. On verra si cette vérité-là sera la même juste avant le 10 avril, mais pour l'instant, on en est là. Alors, justement, Marine Le Pen, vous l'avez dit, qui s'est exprimée hier sur l'émission Dimanche en politique sur France 3, elle a minimisé le ralliement de Jérôme Larivière et de Gilbert Collard à Éric Zemmour, expliquant là que ce sont des personnalités qui sont dans une logique de confrontation, qui aiment cliver et qui ne sont absolument pas dans la logique de rassemblement que veut incarner Marine Le Pen. On l'écoute, c'était hier sur France 3. Il y a une cohérence parce que ce sont des gens qui, depuis le début de la campagne, me reprochent de faire de la défense du pouvoir d'achat des Français une priorité. Ce sont des gens qui me reprochent de ne pas partir dans cette folie de la guerre des religions et presque de cette guerre civile qu'ils semblent souhaiter pour le pays. Je ne veux pas de guerre de religion, je ne veux pas de guerre civile. Je suis une mère de famille, j'ai des enfants, je veux qu'ils vivent dans la sérénité, dans la paix. Je ne veux pas, encore une fois, balayer d'un revers de la main non plus les difficultés économiques majeures qui touchent aujourd'hui nos compatriotes, les ménages, les familles, les personnes âgées. Jean-Michel Salvatore, c'est vrai qu'elle a un discours totalement différent de celui d'Éric Zemmour. Elle parle en tant que mère de famille. Oui, avec cherche qui parle à l'électorat populaire, évidemment. C'est vrai que le grand remplacement, par exemple, elle ne reprend pas à son compte cette façon de parler. Donc on voit bien que c'est une stratégie totalement différente. C'est une stratégie qui va vraiment chercher l'électorat populaire et qui gomme tout ce qu'il peut y avoir de clivant, parce que évidemment, elle a plutôt un discours de second tour, mais avant le second tour, il y a un premier tour. Étienne Girard, en même temps, est-ce qu'elle n'est pas... je cite un des cadres du Rassemblement national dans Libération ce matin. « Vous détestez tellement Zemmour que vous finissez par aimer Marine Le Pen. » Est-ce qu'elle n'est pas un petit peu dans la peau de Jacques Chirac qui avait été trahi par Balladur en 95, finalement qui avait attiré de la sympathie. Marine Le Pen, comme on le dit souvent, est-ce que Éric Zemmour ne l'a pas terriblement recentré et poli son image? Alors, est-ce qu'elle attire de la sympathie supplémentaire? Je ne crois pas. En revanche, politiquement, elle fait moins peur parce qu'il y a un épouvantail qui fait beaucoup plus peur qu'elle, effectivement. Voilà. Et donc, oui, elle se ressent politiquement, c'est-à-dire que quand on l'écoute, aujourd'hui, on a quasi... Et qu'on ne nous dit pas que c'est une personnalité du Rassemblement national, on pourrait presque croire que c'est une personnalité du centre droit, effectivement. Donc, c'est sa stratégie, mener cette campagne de second tour dès le premier pour avoir à elle un électorat qui ne veut pas de la radicalité d'Éric Zemmour, en pensant que au second tour, d'ailleurs c'est plutôt vrai si on regarde les sondages, elle pourra faire un score beaucoup plus important que la dernière fois. Alors la question c'est, est-ce que c'est pas risqué de ne pas faire campagne sur ces valeurs fortes, identité, immigration? Est-ce que les gens qui étaient tentés jadis par le Front National ne risquent pas de voter pour Éric Zemmour? Ce qui est très fort pour l'instant, si on regarde les sondages, c'est qu'on a l'impression que la marque Rassemblement National, c'est tellement inscrit dans les gènes que le Rassemblement National, c'est un discours radical sur l'immigration qu'elle n'a pas besoin d'en parler. Cet électorat-là, l'électorat populaire qui veut des mesures fortes, continue aujourd'hui de dire qu'il va voter pour elle à la présidentielle. On reste assez loin du scrutin. Donc ce qui est vrai aujourd'hui, il faudra pour elle que ce soit vrai dans 2 mois et demi. Donc pendant les débats présidentiels, notamment, il faudra quand même, sans doute, que ces gens-là, ils aient la confirmation que Marine Le Pen reste la même, que le Rassemblement national est resté le même. Julien Henny, oui, son image a changé. Elle fait une campagne de second tour parce qu'elle dit
il est là mon plafond de verre. C'est exactement ça. On se souvient, et on en a parlé au début de l'émission, du débat catastrophique de 2017 de Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Ce plafond de verre qui l'empêche d'accéder au pouvoir, c'est sa 3e participation à une présidentielle. Et la dernière ? Peut-être la dernière, probablement la dernière, même si, attention, on n'est jamais tout à fait mort en politique, restons prudents. Elle pense que c'est son seul choix, effectivement. Et Étienne l'a dit, moi j'en discutais il y a encore quelques jours avec un ténor de la droite, un vrai poids lourd de la campagne de Valérie Pécresse, qui en parlait exactement comme ça. Marine Le Pen, c'est une marque, elle résiste très bien au coup de boutoir d'Éric Zemmour, à l'émergence d'Éric Zemmour, à la percée de Valérie Pécresse après sa victoire au Congrès le 4 décembre dernier. Malgré tout ça, Marine Le Pen, elle est encore à touche-touche pour le second tour, elle est même la plupart du temps qualifiée face à Emmanuel Macron. Malgré toutes ces difficultés, tous ces obstacles qui s'accumulent autour d'elle, ça veut bien dire que Marine Le Pen, c'est encore une marque, ça représente encore quelque chose. Et effectivement, son pari, il est risqué, mais il est réel, c'est de se dire, voilà, j'ai plus besoin de parler d'immigration, plus besoin de parler d'islam, plus besoin de parler d'identité, je laisse tout ça bien volontiers à Éric Zemmour. À la limite, si j'accède malgré tout ça au second tour en parlant de pouvoir d'achat avec la hausse des prix du carburant, en m'adressant en priorité à l'électorat populaire, eh bien ça me fera des réserves de voix pour le second tour, cette percée d'Éric Zemmour, et en partie aussi l'électorat qui votera Pécresse au premier tour. C'est une des nouveautés pour Marine Le Pen, si elle arrive à accéder au second tour, c'est ça le grand pari de cette élection. Il n'empêche, elle n'a jamais été aussi près finalement de la victoire quand même, Marine Le Pen. L'écart, vous le disiez, au second tour se resserre. Et si c'était la candidate inattendue que dont les sondeurs avaient du mal à mesurer la percée? Oui, mais c'est difficile à dire parce que les sondages de second tour sont difficiles à faire parce que finalement, une élection nouvelle commence au soir du premier tour. Il y a une nouvelle donne. Et donc, il y a une nouvelle donne. Alors, je ne dis pas qu'elle peut pas gagner, je n'en sais rien, mais je pense qu'en tout cas, on ne peut pas déduire de ce qu'on voit aujourd'hui ce qui se passera au soir du premier tour. Moi, ce que je constate, c'est que c'est vrai que Marine Le Pen rassure par rapport à... Elle est moins clivante qu'Éric Zemmour. Elle est moins clivante, mais elle n'a jamais été aussi seule. Et très honnêtement, admettons qu'elle puisse se hisser au second tour, qu'elle puisse refaire le match avec Macron si c'est lui qui est en première place, mais avec qui va-t-elle gouverner? Qui prendra-t-elle comme Premier ministre? On se souvient quand c'était en 2017, elle avait fait une alliance avec Dupont-Aignan. Bon, là aujourd'hui, très honnêtement, après, en dehors de Jordan Bardella, on ne voit pas très bien qui sont ses soutiens et qui sont finalement tous ceux qui pourront tenir le pays, qui pourront aller à Matignon, qui pourront être ministres des Finances, qui pourront être ministres de l'Intérieur. Et ça, c'est quand même un très grand point d'interrogation. Alors, on l'a dit, Marine Le Pen parle beaucoup d'économie, de pouvoir d'achat. Éric Zemmour, lui, est très centré évidemment sur la thèse du grand remplacement. Néanmoins, est-il capable ou est-il audible quand il parle d'autres thématiques? Hier, il était l'invité d'un C'est dans l'air exceptionnel, où, alors évidemment, il a été question de politique étrangère, mais il a aussi été question d'économie. Je vous propose d'écouter cet extrait où Éric Zemmour parle se lamente de la désindustrialisation du pays. On l'écoute. Je pense qu'on a mené une mauvaise politique depuis des années en se désindustrialisant. Je pense que c'est la grande responsabilité de nos élites de droite comme de gauche, et même, je dirais, de nos élites économiques. On se souvient de l'industrie sans usine de Serre-Turuc, qui a été de rêver, après l'entrée de la Chine dans l'OMC, qu'on n'en aurait plus à avoir d'industrie. Le résultat, c'est qu'on a basculé notre industrie en Chine et dans d'autres pays, alors que nos voisins, l'Allemagne, l'Italie, même si les conditions économiques mondiales étaient très, je dirais, difficile, avec l'entrée de l'OMC qui pour moi fut une erreur funeste, au moins ils ont réussi à garder une industrie qui représente pour les Allemands je crois 24% de leur richesse nationale et pour nous 13%. Bon, Étienne Girard, c'est pas très original, se coupler sur la désindustrialisation. Finalement, dès qu'on sort du thème de l'immigration, Éric Zemmour, est-ce qu'il est audible? Est-ce qu'il est attendu? Mais en fait, il pense tous les sujets, et dont l'industrie, comme des déclinaisons de ces sujets fétiches que sont l'immigration et l'identité. Donc tout part de l'identité. Donc la désindustrialisation est vue sous le prisme du problème de la mondialisation. Voilà. Tout est cohérent chez Éric Zemmour là-dessus, mais il ne creuse jamais ces sujets. C'est pas un problème pour son électorat, qui a un électorat qui est quand même obnubilé par les sujets identitaires et de régaliens un peu plus globalement, mais qui n'a pas pour intérêt primordial
les sujets économiques. Alors ça, c'est son électorat d'aujourd'hui. Peut-être que pour accéder au second tour, oui, il faudrait aller chasser sur les terres par exemple, de Valérie Pécresse, qui, elle, réunit une base électorale un peu plus composite dans les centres d'intérêt, notamment une bourgeoisie libérale qui s'intéresse aux sujets économiques. Il essaye de s'y mettre, Éric Zemmour. C'est pas son truc et ça l'intéresse pas tellement. Donc, il y a toutes les chances pour que ça reste un sujet secondaire de campagne, avec l'idée que tant que on promet autre chose que l'aventure aux classes plutôt aisées, eh bien, s'il doit gagner, il prendra sur ces sujets d'identité, ces sujets forts, où on finira par se dire qu'il a raison. Jean-Michel Salvatore, c'est vrai qu'en matière d'économie, il parle de baisser. Il est de la droite old school, j'allais dire, là où Marine Le Pen, elle est plus disruptive. Elle promet la retraite à 60 ans. Elle est beaucoup plus à gauche. Elle a gauchisé son programme économique. Oui, c'est-à-dire que Zemmour, il n'a pas un discours très imaginatif sur l'économie. Alors, il a une habileté qui est toujours de dire, moi, je suis candidat à la présidentielle, je suis pas candidat pour être ministre des Finances. Bon. Mais c'est une habileté parce que quand même, il faut présenter un programme complet. Moi, je pense que finalement, les idées économiques de Zemmour, elles sont assez proches de la droite traditionnelle, c'est-à-dire que c'est un discours assez libéral, un peu européen malgré tout, parce que il voit bien qu'on peut pas faire autrement. Il n'y a pas beaucoup d'originalité. Là où il est vraiment très en difficulté, c'est sur les sujets sociaux et sur les sujets comme le pouvoir d'achat. Où là, franchement, il a rien à dire. Rien à dire. Il est assez sec, donc il improvise. Il improvise quelques propositions, mais franchement, il n'a pas de discours structuré sur ces sujets-là. Julien Henny, il y a des ralliements du Rassemblement national venus de la droite républicaine. Il y a eu Guillaume Pelletier. Mais il n'y en a pas eu d'autres. À un moment, même au début, on se disait, mais Ciotti, est-ce qu'il ne va pas finir par lâcher Valérie Pécresse et rejoindre Éric Zemmour? On ne l'entend plus du tout, ça, à droite. Alors, Éric Ciotti lui-même, non. En revanche, Éric Zemmour, en privé, il est persuadé que les électeurs d'Éric Ciotti, les 25% des électeurs, les Républicains, d'encarter les Républicains, et globalement, les sympathisants qui ont voté pour Éric Ciotti, finiront par le rejoindre parce que, dit-il en privé, ils se rendront compte, c'est sa phrase, que le discours de Valérie Pécresse, c'est du baratin. Fin de citation. Éric Ciotti, c'est une chose. Lui-même, il est dans l'organigramme, il a une place bien particulière dans l'organigramme de Valérie Pécresse. Il fait partie des mousquetaires, comme Valérie Pécresse les appelle, de la primaire qui l'ont rejoint et qui forment cette grande équipe de France. Ce sont les éléments de langage que je vous donne là de Valérie Pécresse. Lui n'a aucune raison de quitter le navire. En revanche, il y en a d'autres qui sont un peu entre les deux, où il y a un vrai suspense. On pense par exemple à quelqu'un qui est moins connu du grand public qu'Éric Ciotti, qui s'appelle Gilles Platré. C'est l'un des porte-parole du parti Les Républicains. Il est aussi l'un des vice-présidents. C'est le maire de Chalon-sur-Saône. Et lui, il entretient le suspense depuis une dizaine de jours. Et politiquement, il pèse plus qu'un Guillaume Pelletier, par exemple. Il est moins connu médiatiquement, moins connu du grand public, mais ça ferait probablement plus de mal au parti et à la campagne de Valérie Pécresse. Pour l'instant, les tractations sont en cours. Du côté des ténors de la droite, on est persuadé que parce qu'il veut se présenter aux prochaines législatives, il ne franchira pas le Rubicon. Lui-même garde le silence. Il y a quelques parlementaires, notamment Étienne Blanc, le sénateur LR, ou Sébastien Meurant, poids lourds. Mais pas des poids lourds pour l'instant. Tout simplement parce que Valérie Pécresse est en bonne position dans les sondages. Le jour où la candidate LR descend sous les 15%, là, ça risque d'être la grande migration. Alors, Valérie Pécresse était en déplacement vendredi au Puy-en-Velay, sur les terres donc de Laurent Wauquiez. Alors, on sait que ça n'a pas toujours été le grand amour entre Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez, mais au Puy-en-Velay, Laurent Wauquiez l'a juré. Il lui a promis son engagement total. Je vous propose de regarder ce sujet de Caroline Motte et Stéphane Guillemot. C'est un événement. Un événement, oui. Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez s'affichent ensemble et c'est assez rare pour être souligné. Car ce n'est un secret pour personne, ces deux-là ne s'entendent pas. Il s'agit donc d'afficher l'unité devant les caméras. C'était une ancienne filature. C'est évidemment très important de faire ce déplacement en compagnie d'un grand président de région, Laurent Wauquiez. L'enjeu pour nous, c'est la présidentielle. Et l'enjeu pour nous, c'est de savoir ce qu'on veut proposer aux Français pour reconstruire aux côtés de Valérie. Visite d'une maison de santé, puis l'opération Retrouvailles se poursuit à l'Hôtel des Lumières du Puy-en-Velay. Oubliez le temps des querelles politiques lorsque Laurent Wauquiez, le droitier, et Valérie Pécresse, plus au centre, s'opposaient vertement sur la ligne de leur parti. Aujourd'hui, l'ancien président des Républicains joue le guide touristique pour une candidate en quête d'un nouveau souffle. Et même si le chemin s'annonce tortueux, Valérie Pécresse fait tout pour rassembler.
Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Elle le sait, elle aura besoin du soutien de Laurent Wauquiez, qui reste très apprécié des militants. Ceux-là ont fait le déplacement pour les voir ensemble en meeting. Et ils ont réussi à se mettre d'accord sur l'essentiel et que c'est un très bon signe pour l'avenir. Ils ont vraiment voulu donner une image de la droite unie et lorsque la droite est unie, elle a gagné. L'instant est à la photo de famille et aux amabilités. Tu as fait, Valérie, un début de campagne qui a forcé le respect de tout le monde. C'est un grand bonheur d'être chez toi. Alors, Jean-Michel Salvatore, Caroline Mott dans le sujet, parlait d'une candidate en quête d'un nouveau souffle. Elle n'a pas encore fendu l'armure, comme on dit, Valérie Pécresse. Elle a déjà marqué un premier point, elle a gagné déjà, et alors qu'on pensait qu'elle n'était pas la mieux placée, donc elle a gagné. Ce qui lui manque là, c'est une dynamique quand même. Elle reste à 15-16%. Fillon avait fait autour de 20, si je me souviens bien, en 2017. Donc elle n'est pas sûre d'être qualifiée pour le second tour. Donc voilà, il faut qu'elle arrive à créer une vraie dynamique. Elle a rassuré quand même le peuple de droite, qui avait encore quelqu'un pour tenir la maison, mais ce peuple de droite n'est pas encore rassuré sur sa capacité à se hisser au second tour, et si elle n'est pas au second tour, c'est quand même une vraie catastrophe pour ce camp-là. Donc voilà, alors ensuite, quand on les voit tous les deux, ça fait partie du jeu politique. Évidemment, ils ne s'aiment pas. Évidemment, Valérie Pécresse a quitté les Républicains parce que Wauquiez en était le patron. Et au-delà de cette animosité personnelle, il y a évidemment des divergences très fortes, divergences politiques, notamment sur Pécresse, elle est assez chiracienne d'une certaine façon. Elle considère que la droite et l'extrême droite n'ont rien à faire ensemble, alors que Wauquiez n'est pas de cet avis-là. Étienne Girard, c'est vrai, est-ce que la difficulté stratégique pour Valérie Pécresse, c'est qu'il faut aller chercher les électeurs qui sont partis chez Macron, mais il faut aussi aller chercher les électeurs qui sont partis chez Zemmour. Donc là, c'est vrai qu'en termes de cohérence dans le discours, c'est compliqué, non? C'est un défi. Nicolas Sarkozy avait réussi. Valérie Pécresse a eu le soutien du micro-parti Les Centristes ce week-end. Donc elle sait que c'est une stratégie importante à suivre et elle essaye de le faire. Il y a un indicateur intéressant dans les sondages, un peu inquiétant pour Valérie Pécresse. Quand on demande aux gens, est-ce que vous êtes sûr de votre choix, les électeurs les moins sûrs de finalement voter pour la personne qui les intéresse le plus à l'instant T, c'est ceux de Valérie Pécresse. Ils sont seulement 53%. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près la moitié des électeurs actuels, virtuels, de Valérie Pécresse qui pourraient changer. Donc là, oui, c'est tempête sous des crânes chez Valérie Pécresse, c'est-à-dire comment grossir sa base électorale sans risquer l'érosion d'un côté ou d'un autre. Les réserves de voix, on a l'impression paradoxalement qu'elles sont quand même à trouver du côté d'Emmanuel Macron, parce qu'il y aura un effet, président sortant qui peut susciter quand même des grognes, des résistances. Donc une envie de changement. Voilà, donc c'est une opportunité de faire campagne sur le changement d'avec un président sortant. Et puis, Emmanuel Macron n'est pas candidat, il devra avoir un programme. Qui dit programme dit peut-être décevoir des gens. Et là, il y aura aussi une opportunité pour Valérie Pécresse. Julien Henny, au sein des militants, ou il y a un élan, un enthousiasme pour Valérie Pécresse, ou bien c'est le petit bonhomme qui fait son chemin tranquillement. Alors, je ne parlerai pas d'enthousiasme, parce que pour suivre vraiment tous les déplacements de Valérie Pécresse sur le terrain, c'est assez frappant, c'est très sérieux, elle connaît parfaitement ses dossiers, c'est vraiment, c'est une candidate crédible, je veux dire, sur le fond. C'est ce qu'on lui reproche, le côté bon élève. C'est à la fois son principal atout et sa principale faiblesse. Elle est très sérieuse, elle ne suscite pas un enthousiasme débordant. Vous allez dans les meetings, même avec une jauge Covid, etc. Vous comparez avec l'époque Sarkozy, même du temps de son retour en 2016, il y aura jamais la ferveur qu'il y avait eu pour Nicolas Sarkozy autour de Valérie Pécresse. Donc enthousiasme, non. En revanche, envie de gagner, oui. C'est ça le principal moteur. Ça fait depuis 2007 que la droite n'a pas gagné une élection présidentielle. Ça fait 15 ans tout juste. Ils ont la dalle, pardon de le dire comme ça, mais c'est vraiment comme ça qu'ils nous en parlent, et les ténors et les militants. Ils veulent absolument gagner, ils savent absolument, comme le disait Jean-Michel, que si la droite n'est pas au second tour, et même ne gagne pas cette année, la droite explose, le parti explose, et la recomposition s'opère, par exemple, autour de l'Union des droites dont on parlait, mais aussi d'Édouard Philippe de l'autre côté. Il y a ce risque-là, et donc ils veulent absolument gagner. C'est pour ça que tous les députés font corps pour l'instant autour de Valérie Pécresse, parce qu'ils veulent être réélus, parce qu'ils veulent exercer le pouvoir, ils en ont marre d'être dans l'opposition. Et puis, même chose pour les autres ténors. Xavier Bertrand joue le jeu
On a vu Laurent Wauquiez, qui pourtant déteste Valérie Pécresse, joue le jeu lui aussi. Éric Ciotti, même chose, alors qu'il n'incarne pas du tout la même droite. Ça veut dire qu'il y a cette envie de gagner. C'est le principal ciment de victoire, d'unité plutôt, pour Valérie Pécresse. Tant que les sondages sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'elle est qualifiée ou quasiment à touche-touche avec Marine Le Pen. Encore une fois, si elle descend sous les 15, attention, danger pour la candidate LR. Et Jean-Michel Salvatore. Oui, si on vous pose la question sur Nicolas Sarkozy, dans votre journal, pourquoi ne soutient-il pas Valérie Pécresse? Enfin, quand même, c'est son parti. C'est le parti qu'il a mis au pouvoir. Il attend un peu. C'est vrai que le problème, si vous voulez, c'est que Pécresse, si elle veut réussir, il faut qu'elle refasse une Sarkozy de 2007, ce que disait très bien Étienne. C'est-à-dire qu'il faut arriver à la fois convaincre les centristes, la droite traditionnelle et l'extrême droite. Il ne faut pas oublier qu'en 2007, face à Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen n'avait fait que 8%. 8%. Donc la stratégie de Sarkozy, qui était finalement de siphonner les voix de l'extrême droite, avait réussi. Et finalement, Sarkozy, je pense que il regarde tout ça en se disant, mais est-ce qu'elle est capable de faire ce que j'ai réussi? Et c'est vrai que ça doit influer sur son jugement. Il y a aussi, je pense, quand on est un ancien président de la République, une certaine solidarité avec les présidents du moment. Ça joue évidemment. Il a peut-être plus d'empathie, de sympathie vis-à-vis d'Emmanuel Macron que de Valérie Pécresse. Ça, je ne sais pas. Ça, il faudra lui demander. Mais évidemment que si vous voulez, je pense qu'un ancien président qui voit un président confronté à des crises absolument majeures comme celle qu'a connue Emmanuel Macron, évidemment qu'il a un jugement qui n'est pas uniquement un jugement partisan. D'accord. C'est d'ailleurs, souvent on s'interroge, et si... il ne peut pas faire autrement, et si Nicolas Sarkozy soutenait Emmanuel Macron? On l'a beaucoup dit. Est-ce qu'il ça lui serait reproché dans son camp, non, j'imagine? Julien Nelly, la trahison. Pardon, je reprends toujours le même argument. Nicolas Sarkozy veut être dans le camp des vainqueurs. Tant que Valérie Pécresse peut gagner... il sera fidèle à sa famille politique. Il est toujours membre des Républicains. D'ailleurs, il a voté au premier et au deuxième tour de la primaire. On ne sait pas pour qui, secret jalousement gardé, mais on sait qu'il a voté, qu'il est à jour de cotisation. Et vous savez, c'était le patron du parti il y a encore quelques années. C'est lui qui a même imposé le changement de nom, etc. On le voit mal à ce stade, alors que Valérie Pécresse est dans le jeu, fait partie des 2, 3, allez, peut-être 4 candidats à pouvoir gagner cette présidentielle, trahir son camp et passer un deal, une sorte de coalition, comme on l'entend parfois, avec Emmanuel Macron. Maintenant, si Valérie Pécresse n'a plus aucune chance dans les sondages et dégringole dans les prochaines semaines, avec par exemple l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron courant février, tout est possible. Le suspense est total et Nicolas Sarkozy, il n'aime rien tant que peser sur le destin de sa famille, continuer à être incontournable, et tant qu'il garde le suspense, tant qu'on se pose ces questions-là avec des articles comme celui du Parisien ce matin font état de ses hésitations et du suspense ambiant autour de son choix, eh bien il a tout intérêt à rester silencieux le plus longtemps possible. Alors Julien Nelly, vous vous êtes engagé, vous avez annoncé une entrée en campagne d'Emmanuel Macron courant février. Il n'a pas le choix, il est jusqu'au 1er mars. Alors quand se déclarer, je vous propose, nous sommes allés, Guillaume Daré et José Boulestec sont allés fouiller dans les archives de l'INA pour revoir quand les présidents sortants ont officiellement déclaré leur candidature à un second mandat. Vous allez voir, c'était plutôt tard. On regarde le sujet. Ils sont 5 à s'être représentés devant les Français. Quand les présidents sortants se sont-ils lancés et comment? Des moments clés pour tenter de s'ouvrir une seconde fois les portes de l'Élysée. La candidature la plus tardive date de 1965. C'est à seulement 31 jours du premier tour que le général de Gaulle se lance pour la première élection au suffrage universel du chef de l'État. Je crois devoir me tenir prêt à poursuivre ma tâche. En mars 1981, Valéry Giscard d'Estaing est convaincu qu'il va gagner. À 55 jours du scrutin, il officialise sa candidature depuis l'Élysée. Françaises, Français, pour jouer la continuité. Je ne serai pas un président candidat, mais un citoyen candidat. Il sera battu. Après lui, tous les présidents sortants éviteront l'Élysée pour se déclarer. J-33 avant l'échéance en 1988. François Mitterrand s'invite sur le plateau d'Antenne 2 pour une déclaration succincte. Monsieur le Président, êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République? Oui. Ce sera une campagne éclair et victorieuse.
En 2002, l'ancien maire de Paris est menacé par Lionel Jospin dans les sondages. Pas de temps à perdre donc. À 69 jours du vote depuis Avignon, déclaration surprise et faussement spontanée. Le président va-t-il déclarer sa candidature? Vous m'avez posé une question directe et franche. Eh bien, j'y répondrai dans le même esprit. Oui, je suis candidat. Jacques Chirac sera réélu, ce qui ne sera pas le cas de Nicolas Sarkozy, qui ne réussira pas à refaire son retard sur François Hollande. À J-67, il joue la carte du devoir dans le format classique du journal télévisé. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Ne pas solliciter à nouveau la confiance des Français, ça serait comme un abandon de poste. François Hollande, lui aussi, a fait une déclaration. J'ai décidé de ne pas être candidat. Mais c'était pour ne pas y aller. Seul président jusqu'alors à avoir renoncé à briguer un second mandat. Jean-Michel Salvatore, c'est un moment à risque là, pour Emmanuel Macron de passer du statut de président à candidat. Ça... Oui, et la stratégie de Macron, c'est la stratégie de la candidature par l'évidence. C'est-à-dire qu'il ne veut pas, dans sa stratégie, il ne veut pas changer de costume entre le fait d'être président et le fait d'être candidat. Il veut que sa candidature soit une évidence pour tout le monde. Et donc, je pense, moi je n'en sais rien, il y a que lui qui le sait, mais d'après ce qu'on comprend quand on interroge les proches, c'est que il va s'inspirer de deux exemples passés. L'exemple de Mitterrand, le côté vraiment très banalisé, oui, je suis candidat, voilà, bon. Et puis, peut-être dans la manière d'annoncer sa candidature, l'exemple de Chirac, c'est-à-dire finalement annoncer sa candidature sans mise en scène particulière, sans solennité particulière, justement pour que cette candidature soit totalement banale et soit un peu par voie de conséquence. Et là, on pense à Chirac, à Avignon, qui dit comme ça au débeauté, bah oui, vous me posez la question, je vous réponds. Et là, l'entourage de Macron dit, mais il n'est pas exclu qu'un jour, sur un marché, quelqu'un lui pose la question, est-ce que vous serez candidat? Et qui répond tout après, eh ben oui, je serai candidat. Ah. Et donc, voilà. Sur un marché comme ça. Donc, tout est possible. Lui seul sait ce qu'il va faire, mais en tout cas, les entourages, c'est comme ça qu'ils l'anticipent. Et quand on parle de date, on est plutôt à la mi-février, ce qui est assez tard, parce que dans les comparaisons, il faut bien voir que l'élection présidentielle cette année a lieu 15 jours avant les précédentes. C'est en fin avril et non pas en mai. Là, il reste donc plus que 8 semaines. Donc, s'il se déclare dans 15 jours, 3 semaines, ça fera 5 ou 6 semaines de campagne, c'est pas beaucoup. Étienne Girard, est-ce qu'on regarde avec anxiété les sondages au jour le jour dans le camp d'Emmanuel Macron et il accuse une petite baisse comme ça? Il y a eu le couac de la rentrée, les Français agacés de devoir faire la queue devant les pharmacies. Ici, l'épisode de Jean-Michel Blanquer. J'ai très envie d'emmerder les vaccinés qui se retrouvent... dont on a parlé que c'était un poison, dont on a dit que c'était un poison lent. On regarde les sondages avec anxiété, évidemment, comme tous les autres candidats, mais évidemment à l'Élysée, parce que à l'Élysée, ce qu'il y a de particulier chez Emmanuel Macron, c'est qu'il n'est pas candidat et qu'il y a une théorie que tous les responsables politiques connaissent, c'est la théorie de l'entrée dans l'atmosphère. On sait que ce que disent les gens sur quelqu'un qui peut être candidat peut changer au moment où cette personne devient effectivement candidate, qu'elle a un programme, que ça se matérialise dans la vraie vie. Cela dit, à l'heure actuelle, il s'est regardé avec anxiété, mais chez Emmanuel Macron, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a plutôt une réjouissance de voir que dans les sondages, Emmanuel Macron, à l'inverse d'autres candidats qui peuvent avoir des moins et des plus selon les sondages et selon les moments, Emmanuel Macron reste extrêmement stable, avec un socle quand même jusque-là extrêmement robuste et bien au-dessus de tous les autres au premier tour. Alors, est-ce que ça pourra durer une fois qu'il sera déclaré? C'est ce qu'espèrent ses soutiens. Il y avait deux stratégies. C'est soit on fait pas vraiment de campagne, c'est-à-dire campagne sur je suis président, je le reste, campagne à la Mitterrand 1988 sans programme, ou alors on revient aux fondamentaux du macronisme, le réformisme, tous azimuts. C'est plutôt l'hypothèse qui est retenue, c'est-à-dire que ce serait contre-productif de faire autre chose que du Macron, qu'il faut ce que pense l'Élysée en ce moment, c'est qu'il faut revenir à un programme assez audacieux. Ne pas faire campagne sur son bilan, mais faire campagne en ayant un programme audacieux, disruptif,
ce qu'il avait fait en 2017, qui lui avait d'ailleurs ouvert les portes de l'Élysée. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et à la